Le retour dans 18h15, toujours en direct pour le Face à la Rédac, à présent avec nos invités ce soir. Marc Genetti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste chez Radio Nostalgie. Et Jonathan Latteur, parce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est pas grave, excusez-moi, de Sweet FM. Exactement, toujours. Avec vous, on fait la revue de presse de la semaine et on commence par le premier thème. Et oui, Emmanuel Macron, évidemment, comment ne pas en parler cette semaine. Surpris, je posais la question pour la forme. Non, pas forcément surpris, encore que quand il a démarré, on se demandait s'il irait jusqu'au bout. Il a fait son tour de France avec les 3 dates au cours desquelles il a dressé le diagnostic qu'il avait fait de l'état du pays. Il n'a pas franchi le cap supplémentaire cette semaine, il se déclare candidat. Candidature, a-t-il dit, irrévocable, ça veut dire qu'il ira jusqu'au bout, même si François Hollande se présente. Donc il est maintenant décidé à aller à tenter sa chance. Qu'est-ce que ça fera? Est-ce que ça réussira? Là, toute est la question, parce que maintenant, il faut réunir 500 signatures d'élus. Ça, c'est pas facile. Et puis derrière, il faut mener une campagne, ça coûte de l'argent, c'est de l'énergie. Est-ce qu'il a le staff pour? Est-ce qu'il a la machine électorale prête derrière lui? Il a généré, c'est vrai, un élan de sympathie. Il y a beaucoup de gens qui se sont... Oui, d'ailleurs, on peut voir sur les images qui sont en train de diffuser. Il y a beaucoup de monde derrière lui. En octobre. Qu'est-ce que ça va donner au bout? Toute la question est là. Surpris non par sa candidature, parce qu'on s'y attendait, il y avait un faux suspense. Par contre, le timing, oui, parce que je crois qu'il avait prévu de le faire plus tard, avant, peut-être au mois de janvier. Mais ce qu'il a pressé, c'est que Manuel Valls, de plus en plus dans ses discours, avance ses pions pour une candidature éventuelle si François Hollande n'y allait pas. Et du coup, Emmanuel Macron, il ne pouvait pas attendre et il est allé un peu plus rapidement. Et en plus, il voulait le faire avant la primaire de la droite. Et ce qu'il voulait, son idée a fonctionné, puisque hier, lors du dernier débat, évidemment, on a interrogé les 7 candidats sur la candidature d'Emmanuel Macron. Donc voilà, je pense qu'il a un peu quand même avancé son timing, pressé par les dernières prises de parole de Manuel Valls. Ceci dit, je pense que c'est quelqu'un qui gêne autant à gauche qu'à droite, parce que c'est quelqu'un qui va ratisser très large, qui fédère derrière lui des gens un petit peu des deux obédiences, des gens plutôt centre-gauche et gauche, centre-droit et droite modérée. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui est un petit peu regardé comme un troublion, et on se pose la question de savoir à qui est-ce qu'il va le plus poser problème. Mais le sondage Odoxa publié vendredi annonçait que 6 Français sur 10 pensent que la candidature d'Emmanuel Macron est une bonne chose, je cite. Un mot sur la remontée de Fillon. Eh bien, c'est tout simplement le signe que François Fillon, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, on peut le souligner, a fait une bonne campagne. Je crois qu'à l'occasion des 3 débats, il s'est affirmé, et hier soir, il a même souvent pris le leadership, à un moment donné, même à la fin, quand il interrogeait David Pujadas sur l'un des thèmes de la soirée. Les autres ont suivi, il s'est affirmé, François Fillon, il est clair depuis le début, il est, pour reprendre l'expression d'Alain Juppé, droit dans ses bottes. Dès le début, il disait « Regardez, les autres candidats s'inspirent de mon programme parce que j'ai le programme le plus complet. » Et il est toujours resté sur cette ligne-là, du début à la fin. Et voilà, tout simplement, il récolte les fruits d'une campagne qu'il a parfaitement menée, je pense. Il a été très bon, François Fillon. Oui, c'est tout à fait ça. Il a certainement le meilleur programme des 7 candidats. Il a celui qui est le programme le plus travaillé, celui qui semble le plus réaliste, même si c'est contredit par ses concurrents. Et effectivement, je pense que François Fillon récolte le fruit de son travail, le fruit de sa pugnacité, même si il ne fait pas forcément rêver. Je pense qu'il a un petit peu fendu l'armure sur ce dernier débat hier soir. On a commencer à voir un François Fillon différent. Peut-être aussi que l'émission de Karine Le Marchand, qui montre les politiques sous un autre jour, je pense que ça a compté aussi. Qui l'ont montré à lui sous un autre jour, justement, où il n'a pas parlé de politique, mais où il s'y livrait. Peut-être que ça l'a rapproché du peuple, enfin des Français. Et donc, il y a cet élan de sympathie qui inquiète Alain Juppé, mais qui inquiète surtout Nicolas Sarkozy, parce que rien ne dit que dimanche soir, il ne sera pas le deuxième homme de la primaire. Et s'il est le deuxième homme de la primaire, si l'on en croit les sondages, il a toutes ses chances lors du deuxième tour. Bien sûr. Maintenant, on va parler sport avec le MSB, qui fait lui aussi une belle remontée. Effectivement, on est sur 4 victoires consécutives, peut-être 5 avec la réception de Dijon demain soir à Antares, il faut le penser. Il y a une très belle victoire cette semaine en Turquie, à Izmir, c'est la plus importante parce qu'on ne s'y attendait pas, c'était un club qui était vraiment au top depuis le début de la campagne européenne. Donc voilà, le MSB qui revient, en plus sans Ryan Pearson qui est touché à la cheville. C'était vraiment difficile à un moment donné quand il y a eu ces défaites à l'extérieur plus celle à Antares contre Monaco. On sentait une fracture déjà entre Herman Kunter et le président
évidemment Christophe Lebouille, puisque l'un parlait de recrutement nécessaire, l'autre non. On se disait attention, il ne faut pas que les joueurs plongent, etc. Et Herman Kunter a réussi à remobiliser son équipe. Il avait eu des mots durs quand même. Après un match, il a dit 70% des joueurs sur le parquet sont foot. Quand même, quand un entraîneur dit ça, eh bien, il a réussi à réveiller son équipe et c'est de bon augure pour la suite. Et je pense que c'est la preuve que Christophe Lebouille a bien fait de ne pas lâcher. Quand Herman Kunter a réclamé un renfort, Christophe Lebouille a dit non. Il me l'a déjà demandé il y a 15 jours, j'ai dit non et je ne varie pas pour l'instant. Donc je pense que Christophe Lebouille, ça le conforte à son poste de président, sachant qu'en coulisses, ça a bougé un petit peu cette semaine, puisque le conseil de surveillance a élu un nouvel homme à la place de Claude Hervé. Donc ça bouge un petit peu. On a appris aussi que Nicolas Batum, qui s'était investi dans le club justement au sein du conseil de surveillance, n'avait plus donné de nouvelles. C'est même l'événement c'est peut-être l'événement le plus important. Oui. Et donc Nicolas Batum se détourne du Mans sans donner d'explication et semble intéressé maintenant par le club de la capitale, de Paris, donc Paris-Levallois. Donc ça bouge un petit peu en coulisses. Sur le parquet, ça va bien. Bon, souhaitons que les petits soucis, si on tenter qu'on puisse parler de soucis en coulisses, ne déborde pas sur le parquet. La direction, nous l'avions invitée sur ce plateau, elle a refusé de communiquer pendant la mauvaise passe du MSB. Est-ce que vous trouvez ça fair-play, si je puis dire? Non, surtout dans le sport, parce que on doit être là dans les bons et dans les mauvais moments. Les footballeurs le font en permanence, et c'est vrai que je trouve, dans d'autres sports, comme le handball parfois, comme le basket, des sports qui se plaignent de ne pas être assez médiatisés, et bien lorsqu'il y a des défaites, c'est parfois difficile d'entendre tout le monde. Il faut jouer le jeu, Nous les médias, on est là quand ça gagne, mais quand ça perd aussi, il faut savoir donner des explications. Donc je pense que si la direction a vraiment refusé de s'exprimer, c'est pas très fair-play. Et qu'est-ce que vous pensez du coup de cette nouvelle direction qui a remplacé Je pense que le nouveau président, M. Payen, il va s'inscrire dans la lignée de ce qu'a fait Claude Hervé. Je ne pense pas qu'il y ait une révolution au sein du conseil de surveillance. Il est arrivé en 2000 au MSB, il arrive step by step, il a grimpé les... C'est quelqu'un qui connaît très bien la maison. Je pense que ça va s'inscrire dans la ligne droite, dans la droite ligne de ce que faisait Claude Hervé. Le conseil de surveillance, c'est un peu le garant de la bonne santé financière du club. C'est un club qui se porte bien financièrement, qui s'en sort, qui dégage des résultats en fin de saison qui sont positifs. Je ne pense pas que ça amène une révolution. Et si on doit faire un petit bilan de la présidence de Claude Hervé, du coup, on peut en dire quoi? Eh bien, c'est quand même assez incroyable ce qu'il a fait Claude Hervé, parce que le MSB fait partie aujourd'hui du top 5 en France. Il y a eu beaucoup de titres, des titres de champion, la Coupe de France, la Leaders Cup encore plus récemment. Donc je pense qu'il part avec un palmarès important et Dominique Payen va avoir beaucoup de pression. Juste un petit mot, maintenant vos pronostics, est-ce que vous pensez que le MSB va rester sur sa bonne... Déjà, comme le disait Jonathan, on espère que demain soir face à Dijon il y aura une victoire, et puis l'objectif c'est une nouvelle fois, ce que disait le président au début de saison, c'est une nouvelle qualification pour la deuxième phase, pour les playoffs, et puis après bien sûr c'est essayer de décrocher ce titre de champion après lequel le club court depuis plusieurs années. 10 ans maintenant. Oui, c'est vrai, le dernier c'était... Donc l'objectif... Donc vous êtes optimiste. Oui, parce qu'il y a quand même un effectif de qualité. Merci beaucoup d'être venu. Merci messieurs, merci Diane. Lundi, nous recevrons dans le Face à la Rédac. Alors lundi, nous recevons la directrice du MM Arena, Séverine de Pablo. Ce sera lundi dans le Face à la Rédac.